et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct d'un éclairage que tu as qualifié de LED, mais tu n'as pas dit que c'était LED, tu as dit que c'était LAIDE. Ben c'est ça, mais en fait, il te manquerait une belle petite lumière LED, mais toi, tu trouves ça. C'est ça. Oui, mais là, ça c'est ton podcast, hein? Il va falloir que tu trouves des commanditaires puis que tu me payes une lumière. Si tu veux que je t'envoie une lumière LED, là, ça va me faire plaisir. Ça coûte 20$ sur Amazon. Fait que ça va me faire plaisir. Marie-Ève Albert, contente de te voir. En plus, là, moi, tu vas être contente parce que là, moi, je vais te garocher tout de suite un sujet. C'est pas comme les autres podcasts, savoir comment tu vas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste te parler de boxe. En plus, tu es en vacances, c'est sûr que tu vas quand même bien. Mais il pleut, fait que tu dois aller un peu moins bien. Mais en même temps, Kim Clavel s'en vient de voir à Cage au Sport. Elle fait le tour de la province. Donc, ça a dû te remonter le moral un peu. Il y a des sujets que je ne vois pas, mais que moi, je vais te parler tout de suite. Bon, exemple, un commentaire, OK? Avant de commencer. Kim Clavel, hier, j'ai eu une pensée pour elle, puis j'étais content parce qu'on a appris que Masto McDonnie va affronter Sébastien Bouchard en demi-finale de son combat. Je sais que ton podcast en est un complètement féminin, mais je suis content qu'on amène un réel support à Kim Clavel en demi-finale. Deux gars qui vendent une tonne de billets et qu'on y enlève tout le piano qu'elle a à ses épaules, même si, à la boxe, il y a un commentaire que je dois dire, c'est au promoteur de vendre des billets, c'est pas au boxeur. Mais souvent, le boxeur va faire une tonne de promos. Là, on a Bouchard, Québec, on a Acdoni, Montréal, qui s'affrontent. Il va y avoir la chicane il va y avoir une animosité positive entre les deux. Les méchants garçons, les deux sont gentils. Les deux vont vendre des billets, les deux vont prendre un peu un peu de médias, tu sais, puis ça va aider Kim. Et là, tiens-toi bien, si je pense juste à mon ami Kim, je suis quasiment content que le combat de Beterbiev soit annulé parce que je le sais, reporté, parce que je sais que les gens, ils auraient comme grenouillé en disant « Ah, Beterbiev, il a vendu 9000, puis Kim a vendu 3000, puis là, on aurait retombé dans les discussions qui ne servent pas à grand-chose, OK? » Parce que... C'est ça qui est ça. Ça, je voulais dire que j'étais content qu'on lui donne un vrai support en demi-finale. Le sujet est à propos parce que, dans le fond, c'est important de vendre une carte complète, une carte intéressante. Comme tu dis, c'est rough quand on arrive. Kim avant quand même, là, on le sait, elle a quand même elle a vendu, mais elle a fait beaucoup d'efforts de promotionnels de dernière minute aussi, dans les médias. Là, elle a fait une tournée promotionnelle bien en avance, on en a déjà parlé. Ça, je suis satisfaite du fait qu'elle va investir. Oui, pour visiter les régions, mais bien en avance. Mais effectivement, ça va être intéressant, cette carte-là. Le fait qu'il y ait un combat local. Il y a beaucoup de gens qui veulent des combats locaux. Pas facile d'organiser des combats locaux, mais des fois, ça vaut la peine. Des fois, c'est faisable. Ça va donner un coup de pouce. Ça va amener une belle demi-finale. Il ne faut pas oublier que Marie-Pierre Roule va être sur la carte, Caroline Vert aussi. On s'attend à voir quelque chose de différent de ce côté-là. Marie-Pierre, on va en parler tantôt, descend à 140 livres. Ça va être son premier combat à ce poids-là. Caroline va se battre 2 fois en 1 mois. On s'attend que probablement le combat de septembre va mettre la table pour celui d'octobre.
Si je sais compter, on n'a pas d'adversaire encore, mais on a un autre podcast à faire avant le combat de Kim Zalem. On va avoir un adversaire à un moment donné. C'est juste qu'il faut peut-être voir comment va se passer. Les annonces vont sûrement se faire un petit peu après, peut-être après le 7 septembre, j'ai l'impression, pour l'adversaire. Parce que il y a des si, hein? On ne sait pas comment ça va se passer. Bref, on en reparlera. Là, j'avais un autre dossier, OK, mais je voulais juste te parler avant de commencer. Il y a beaucoup de gens qui ont été très négatifs sur le fait que le combat de Beterbiev est reporté de quasiment, si je sais compter, 4 mois parce qu'il y a un trou dans leur choix. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, c'est plate pour Eye of the Tiger qui aurait perdu près de 200 000 avec les publicités puis les choses qui étaient déjà engagées, d'argent qui ne reverront pas. C'est plate pour, je ne sais pas si tu as entendu ça, l'hôtel qui avait tout le monde de ESPN, il avait réservé 140 chambres. Et ça donnait quand même un bon, parce que ça ne va pas si fort que ça, le tourisme. Mais là, il y avait ces 140 chambres, les boxeurs, les gens de ESPN. Mais je regardais pour nos boxeurs québécois, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Parce que je vais donner un exemple. Mbili, on va apprendre qu'il se bat à Gatineau. Je vais donner un autre exemple. On va parler boxe féminine. Okay? Léla? J'aime bien ça. Léla, elle va se battre probablement à Montréal ou à Gatineau, puis boum, ils ne l'enlèveront pas de Québec. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Léla, on l'ajoute en octobre ou à septembre. Ça va permettre à Léla, à Vanessa et à d'autres boxeurs, là, mais on va parler de nos filles, de boxer 2 fois. C'est que là, tu leur permets de finir l'année 2023. Puis de peut-être même Mary Spencer, on va en parler après. Voilà, c'est notre premier sujet. Et Mary Spencer va atterrir à quelque part. Dans tout ça. Fait que pour Léla puis Vanessa, je suis content parce que ça multiplie les dates. Ça fait qu'ils vont se battre 2 fois. Et, écoute, là, hier, j'étais chez nous puis j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, coudonc, c'est pas encore annoncé, ça, Spencer contre Herman. Peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz ou du sable dans l'engrenage. Là, j'ai téléphoné mon contact. Ah oui. Appelons-le, c'est un monsieur de 79 ans. Je ne vais pas donner trop d'indices. Puis là, j'ai dit, coudonc, on s'est annulé ce combat-là? Il m'a dit, non. Tout est sous contrôle. Ils attendent juste le bon moment pour faire l'annonce. Il y aura combat revanche entre Mary Spencer et Femke Herman pour le titre IBF. La petite chose qui change, et là, je veux pas... Moi, j'en ai pas d'opinion, OK? Est-ce que un est meilleur que l'autre? Je ne le sais pas. La seule chose qui change, c'est que maintenant, Mary Spencer est entraînée par Samuel Descaries-Drolet, alors qu'au dernier combat, elle était avec Ian McKillop. C'est peut-être pas la seule chose qui change. On peut en parler. Ben non, mais j'ai pas de scoop à te donner, mais tu sais, ça reste qu'un changement d'entraîneur. C'est aussi un changement d'équipe, un changement de gym, un changement de partenaire de sparring. On s'entend que Mary avait probablement aussi à prendre sur elle puis à revenir sur cette défaite-là et vraiment faire le tour. Elle a eu des blessures. Fait qu'on ne sait pas quelle Mary va être en fait. Est-ce qu'on va avoir une Mary top shape, vraiment dans sa meilleure shape de sa vie, ou on va avoir une Mary qui est abîmée par les blessures? Est-ce que le changement d'entraîneur va avoir été bénéfique? On sait que Mary Spencer et Léla Baudouin s'entraînaient côte à côte parce qu'elles se préparaient toutes les deux à un combat le 19 août. On va se le dire au début. J'arrête parce que je trouve que l'anecdote est cute, mais as-tu entendu l'entrevue de Léla Baudouin à la radio qui dit je me sentais un peu seule quand je suis arrivé à Montréal. Puis là, j'ai vu que Mary Spencer était là pour s'entraîner. Puis là, elle a comme dévoilé un scoop. Là, elle a dit elle s'est entraînée pour la même date, fait que je n'étais pas tout seul. Il s'entraînait très bien. En fait, si on revient en arrière un peu, on sait que Mary a changé d'entraîneur après sa défaite. Elle a eu 2 reports de combat. Donc, c'est pas. Il y en a qui vont dire ouais, mais un combat de championnat tout de suite pour revenir. Ça, c'est pas l'idéal. Ça prendrait un combat de remise en forme. J'entends ça, puis je comprends ça. OK? Elle a essayé, Mary, d'avoir des combats de remise en forme, by the way, 2 fois, mais elle a eu des blessures. Mais là, entre-temps, Natasha Jonas laisse ses titres vacants, 3, pour les nommer, IBF, WBO, WBC. Puis Mary est classée partout, puis l'opportunité arrive. Fait que là, tu te mets dans la peau de Mary, de son équipe, de Brian Cohen, mettons, puis Eye of the Tiger, le promoteur, puis tu te dis... Ce qu'on fait avec ça, on a une opportunité ici,
Tu veux-tu attendre ou pas? Si tu attends, ça se peut qu'il n'y ait plus de petites vacances quand tu recommences, quand tu es prête, puis que tu aies une autre année à attendre avant d'avoir une chance. Parce qu'on s'entend qu'il y a une fille qui s'appelle Terry Harper, qui, elle, son but, c'est d'unifier les titres, puis elle va sauter ses titres vacances. On va en reparler aussi tantôt. Donc, oui, ça aurait été mieux de voir Mary en combat de remise en forme après 2 blessures puis une défaite. Maintenant, ça ne se fera pas, puis c'est peut-être correct. C'est peut-être correct. Là, on n'a pas de date, il n'y a pas d'annonce officielle encore d'Eye of the Tiger. Par contre, Jean-François Chabot a confirmé avec Camille et Stéphane dans un article qui aurait... Camille a annoncé premièrement de façon mystérieuse que Mary allait se battre pour un titre sur Twitter, sur X, qu'il faut dire maintenant. Et ensuite, Jean-François Chabot a confirmé l'information. Bon, il y a eu un petit peu de confusion parce qu'on pensait qu'il y aurait aussi le titre WBO, mais c'est le titre IBO qui devrait être en jeu en plus du IBF. Parce qu'on se rappelle que Femke, elle a le titre IBO qu'elle a gagné contre Mary Spencer en décembre dernier. Maintenant, moi, Femke, le clan Hermans m'a confirmé bien avant qu'il était prêt à se battre contre Mary pour un titre, puis qu'elle voulait, mais que la date du 19 août ne faisait pas l'affaire de Femke parce qu'elle revenait d'une blessure mineure qu'elle s'était faite quand elle s'est battue contre Lindbergh. Ça a duré un round, mais elle s'est fait mal à la main. Fait qu'elle n'était pas prête, elle, de faire un camp d'entraînement ultra court pour aller affronter Mary Spencer dans un rematch, en sachant à l'extérieur, ou c'est à l'étranger, là. La date du 19 août faisait plus de sens. On était vers la fin, on ne savait pas encore que le 19 août allait être reporté. On avait des rumeurs que Mary aurait pu être ajoutée sur cette carte-là. Camille l'avait dit aussi. Mais ça boguait un peu avec l'IBF parce que les autres filles disponibles, outre Femke, qui était disponible plus tard, c'était Diana Tapia et Priscilla Peterle, qui sont plus loin, numéro 7, numéro 9 de l'IBF. Et Mary revenant d'une défaite, je crois, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que l'IBF était frileuse et voulait un combat. Est-ce que la IBF, mais je sais que chez les hommes, il y a un règlement qui ressemble à ça prend 2 personnes dans le top 5 pour un combat pour le titre. Là. Je ne sais pas à quel point ils respectent les mêmes règlements en boxe féminine. Ça peut ne pas être respecté, mais pour arriver à un non-respect de cette règle-là, il y a un processus assez long. Or, on savait déjà que Breckus, c'était un secret de Polichinelle, était déjà engagé avec Terry Harper. On savait Mary Spencer était la 3e, Femke la première. Femke n'est pas disponible pour le 19 août. Ensuite, tu avais Anna Rankin et Emma Cousin. Bon, elles vont s'affronter, Emma Cousin et Anna Rankin, en septembre. C'est pas encore officiellement annoncé, mais c'est confirmé pareil. T'sais, moi, j'ai parlé aux 2 filles puis au coach d'Anna Rankin, puis elles me l'ont dit, c'est seté, ça, c'est coulé à le béton. Donc, il n'y avait plus d'option pour le 19 août, t'sais. Puis le clan de Diana Tapia, elle est chez Three Lions, a été approché, à haut niveau, mais je pense que c'est l'IBF. Ça passait pas à l'IBF. Alors, c'était logique de dire Mary ne sera pas sa carte du 19 août, elle va être plus tard. À un moment donné, moi, ça m'a allumé, puis c'est comme ça que j'ai catché que c'était Femke Hermans qui allait avoir le titre quand Camille a annoncé qu'elle se battrait vraiment en championnat du monde. Je le savais dans ma tête que le 19 août, c'était pas possible. Parce que moi, j'avais déjà parlé aux 2 autres filles, Peterle, Tapia, puis elle m'avait dit que c'était pas eux autres. Les autres n'étaient pas disponibles, donc je suis revenue à Femke, puis moi, je suis contente que ce soit elle, parce qu'on ne pourra pas dire que Mary affronte un faire-valoir pour un titre vacant. Elle va affronter la fille qui l'a battue, qui l'a quand même dominé, on va se le dire en décembre. On va le dire. Non, puis c'est 1 et 3 à l'IBF. C'est tout à fait légitime. C'est beaucoup plus intéressant qu'une Cynthia Lozano qui était quand même classée 4e contre Marie-Ève Ducaire. Donc, on ne pouvait pas chialer que ce combat-là avait lieu, mais on savait que peut-être Lozano n'avait pas les qualités de boxe de Femke Hermans, mettons, ou de Marie-Ève Ducaire. Alors, pour l'anecdote, j'ai déclaré ce jour-là que Cynthia Lozano, il y avait 5 filles à 147 livres dans l'aréna qui pouvaient la battre à peu près. Mais moi, je veux te dire, j'ai fait les dates, là, j'ai tout surveillé. Okay? Ouais, donc, dis-moi ça, voir. Selon mes sources, Mbili va être déplacé à Gatineau, donc ce ne serait pas là. Là, il y a la date du 11 octobre qui serait la plus plausible. Ça a du sens en sous-carte de Bazinian, ça? Éric Bazinian se battrait il y a le 13 janvier au centre Vidéotron. Ça commence à être loin, mais il y a une autre chose. Est-ce que le combat pourrait avoir lieu dans un territoire que j'appellerais neutre?
aux États-Unis en demi-finale de Makhmoudov? Parce que j'entends de plus en plus que Makhmoudov a un gros combat. Moi, ce qu'on m'a dit, OK? Moi, ce qu'on m'a dit du côté de l'Europe, c'est que Famke se bat au Canada. OK. Ouais, des fois, c'est compliqué de rentrer aux États-Unis, je pense. Et on m'a dit une date qui serait probablement le 11 octobre. Ça vient de l'Europe, ce que j'ai eu comme info. Moi, je n'ai pas cogné comme toi mes contacts ici au Québec, puis tout ça. Moi, habituellement, je passe direct par les boxeurs et les managers, les coachs des fois. Et moi, à la date que j'ai eue, mais qui n'est pas confirmée, ça serait le 11 octobre. Est-ce que ça va vraiment être ça? Ben là, ça n'a plus bien d'importance. Mais ce que j'aime du 11 octobre, c'est que si Marie gagne, ça lui permettrait d'être rajouté sa carte de Beterbiev en janvier parce qu'on savait qu'il y avait une place pour elle. Une première défense? Ben, pour une première défense optionnelle, pourquoi pas? Ça va donner c'est intéressant de rajouter un combat de ceinture là, dans un gros événement avec de la visibilité sur Top Rank. C'est pas Top Rank. Moi, je ne vais pas mettre la charrue devant les bœufs là, parce que c'est pas gagné encore. Il faut commencer par gagner, puis ça sera pas simple. Les deux filles ont envie de gagner. On s'entend que Mary veut se venger de sa défaite, mais Hermans, elle arrive ici bien confiante. Je lui ai parlé, j'ai parlé à son coach. Les autres, ils disent, on va répéter. Écoute, on sait comment faire pour gagner, on va répéter, puis il n'y en a pas d'enjeu. On l'a fait une fois, gagner à l'étranger, on va le refaire. Puis, ils sont bien confiants d'être capables parce qu'ils ont gagné au juge aussi. Fait que ça donne confiance à un boxeur de dire, je peux gagner au juge à l'étranger un titre. Tu sais? Marie, je veux juste t'avertir, là, moi, je vais défaire toute ta liste, puis on va faire le Québec en premier parce que j'ai plein d'affaires à dire. Comme tu veux, vas-y, je vais ma liste. Ben, je ne te fais pas vraiment ta liste. On va voir. Jessica Camara est de retour dans la colonne des V. J'imagine que c'est V pour victoire. Ouais. Elle a battu, j'ai perdu le nom de l'adversaire, mais c'était à Rishi Mukto. Au Nouveau-Brunswick. Et là, je vais raconter l'histoire cute. Il a fallu que Camara amène son adversaire de Montréal jusqu'au Nouveau-Brunswick avec elle. Fait qu'elle ou sa conjointe ont conduit 11 heures avec l'adversaire assis à sa banquette arrière. C'est quand même dans le je vais te dire plus drôle que ça. Je peux te compléter ton anecdote. Okay. Non seulement ils ont amené l'adversaire, mais ils l'ont ramené avec Yann, OK? Puis ils ont décidé d'y faire des détours avant de la ramener prendre son avion pour y faire visiter. Fait qu'ils ont fait un stop à Fredericton puis un stop à Québec pour prendre une bière dans le Vieux. Je pensais que tu allais dire on fait un détour pour lui faire rater l'avion. Tu sais, non, elle a pris son avion le soir, mais tu sais, j'ai vu passer toute la journée. Puis là, j'écrivais à Camara, j'ai écrit après sa victoire, c'est Johanna Chavaria Lopez, l'adversaire, une Mexicaine, qui a bien fait, by the way, mais tu sais, avant qu'on parle du combat, je veux juste dire, bon, j'ai écrit, j'ai dit félicitations, tu es contente d'avoir gagné, puis tout. J'ai dit, puis là, j'étais là, tu reviens tout de suite ou tu prends une couple de jours de congé? Elle dit, non, je travaille lundi, mais on part demain tôt, parce que je ramène mon adversaire, puis en même temps, ben, on a décidé de faire un petit road trip. Après Martine Vallière-Bisson qui paye son adversaire, voilà Camara qui voyage son adversaire. Mais tu sais, en même temps, ça reste de la business. Fait que tu sais, dans le ring, tu fais ta job. Tu n'es pas obligé d'être odieux à l'extérieur. Tu n'es pas obligé. Elle a déjà marié une adversaire. Elle peut bien donner un livre à une autre. Tu sais. Mais moi, je trouve ça correct, tu sais, d'une certaine manière. Mais tu sais, le promoteur, ça veut dire que tu sais, ils n'ont pas payé de billet d'avion jusqu'à Moncton. On va dire ça de même. C'était comme tu arrives à Montréal, puis on t'organise. Tu vas faire 11 heures de route en char pour aller te battre. En 2 jours, tu fais. Le combat, je l'ai vu, je l'ai pris. C'était un combat intéressant pour Jessica. Jessica, c'était important que Jessica essaie de faire des rondes. Parce que Jessica, des fois, tu sais, dans les dernières années, elle a fait quelques knockouts très fulgurants. Puis sinon, elle a eu des gros combats difficiles contre des stars. Puis le dernier combat, ben, c'était très difficile contre Zamora. On va se le dire, tu étais là, j'étais là. Il n'y avait rien de beau de ce qui s'est passé. Elle ne s'est pas fait tant surprendre. Il y en a qui vont dire qu'elle s'est fait surprendre, mais non, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le plan de match, on va se le dire. Et là, il fallait qu'elle corrige des lacunes. Il fallait qu'elle montre qu'elle avait une défensive. Il fallait qu'elle montre qu'elle pouvait recontrôler la distance, qu'elle pouvait utiliser tous ses outils, comme la Jessica qu'on a vue contre Heather Hardy puis contre Kelly Reese. Tu sais, la vraie Jessica Camara qu'on sait qu'elle a le potentiel de faire des belles choses. Ça s'est fait. L'adversaire était
bonne. Hein? Joanna Chavaria-Lopez, c'était une bonne fille, assez boxée, elle était intéressante. Pour ce contexte-là, c'était parfait. Puis Jessica, elle est revenue aussi dans ses repères. C'est une fille qui fait de la route pour aller boxer. Fait que ça, elle était aller à Richibouctou, faire 10 heures de route là, pour aller se boxer puis revenir le lendemain. Ça, c'est ses repères à elle. Elle est habituée d'avoir ce rythme-là avec Yann. Puis c'est correct. Il y en a qui vont dire que ça n'a pas de bon sens, mais pour elle, c'est sa zone, c'est une forme de zone de confort. Peut-être, tu n'as pas beaucoup de pression non plus d'aller te battre comme ça à l'extérieur. Tu n'es pas comme chez vous. Je trouve que c'était parfait. Fait intéressant, elle est redescendue à 135 livres pour ce combat-là, Jess. Elle était à 140 pour ses derniers combats. Là, on redescend à 135, ce qui peut lui amener un peu plus de vitesse tout en maximisant sa puissance. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais voir dans les prochains combats, peut-être pour Jess? J'aimerais peut-être un rematch contre Zamora. Pourquoi? Ben, pour venger un peu l'humiliation qu'il y a eu. Elle est capable de battre Zamora, franchement. Là, elle a battu Heather Hardy, elle a, dans ma tête, battu Kelly Reese. Elle est capable de battre Zamora, clairement. Ça serait très logique de ramener Zamora pour un rematch, puis pour pas tourner la page. Sinon, ben, j'aime bien peut-être Stephanie Han, la sœur de Jennifer Han, qu'on a déjà vu contre Cathy Taylor, qui est une jeune, puis qui prend du galon. Ça pourrait faire un bon combat, pas trop dispendieux non plus. Mais moi, ma préférée, celle que j'aimerais voir contre Camara, c'est Firuza Sharipova, aussi une ancienne adversaire de Taylor. Mais ça peut être compliqué parce que Sharipova, c'est une vedette dans son pays, puis elle coûte cher. Fait que voilà. Mais j'ai mis 3 noms raisonnables. Je n'ai pas mis Cathy Taylor, je n'ai pas mis Michaela Mayer tout de suite dans la liste. À un moment donné, il faut se refaire. Puis Camara, elle a besoin de se refaire contre des filles qui vont lui apporter quelque chose aussi. C'est à peu près ça. Mais victoire, puis on repasse à autre chose. On continue. Peux-tu nous parler maintenant de Marie-Pierre Roule? On a appris qu'elle descendait chez les 140 livres. Donc, elle n'a plus la même adversaire. Mais on était dans un processus depuis environ 2 ou 3 ans où on laissait Marie-Pierre monter sur la balance en 143,5, 144. On savait que c'était une option qu'on se gardait dans les mains. Là, ce qui est arrivé, c'est quand elle a affronté Cindy Ryan, elle s'attendait, elle était beaucoup plus costaud. Puis là, elle s'est rendue compte que Ryan, c'est quasiment elle la plus grande, la plus grosse, la plus costaud dans le ring. Donc, Marie-Pierre s'est dit, je suis capable de le faire, moi, l'essayer. Mais là, moi, j'ai fait plein de recherches. Marie-Pierre n'écoute pas la prochaine minute. Il y a des gens qui me disent que Marie-Pierre Roule n'aura pas la vitesse pour les 140 livres, une catégorie, pas qu'il ne l'aura pas, mais que ça pourrait être sa lacune à 140, que les gens sont très rapides. Mais en même temps, en revanche, Marie-Pierre, pour vrai, si jamais je déménage, c'est elle que je veux, elle est tellement forte, mais elle pourrait déménager mon frigidaire. Fait que je me dis, mais par exemple, le jeu physique, elle va vraiment l'avoir à 140. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Ben moi, je pense qu'il y a de la place pour Marie-Pierre Roule à 140, peut-être même plus qu'à 147 présentement, parce que comme tu dis, faire le petit extra de coupure de poids peut changer beaucoup de choses. Ça peut être un game changer une fois réhydraté comme il faut. Dans la mesure où il faut faire cette coupure-là de façon décente, là, de façon sécuritaire, mais Marie-Pierre étant proche déjà du 140, elle se tient à peu près à 4 livres au-dessus sur ses dernières pesées, mais elle va simplement apprendre à couper autrement. Elle va travailler vraiment avec son préparateur physique pour y arriver. Ça ne devrait pas être un enjeu. Elle va sauter un déjeuner, puis elle va être correcte. Non, mais ça va faire la différence. Il faut s'y prendre un petit peu plus d'avance. Mais bon, là, elle va se battre le 7 octobre en sous-carte de Kim Clavel. Oui, effectivement, il y a un changement d'adversaire parce que Cindy Reyes-Espinoza, qui devait être son adversaire, c'est une 147/154 livres. Donc, elle ne peut probablement pas faire le 140. Elle n'était peut-être pas disponible non plus. Je n'ai pas demandé, mais pour un combat à 140, ce ne serait pas logique, là, à moins que ça aurait été dans un catchweight. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai épluché un petit peu, Laurent, la catégorie des 140 livres pour voir où on pourrait positionner Marie-Pierre.
j'ai mis dans mon titre que Michaela Mayer aussi monte à 140 livres. Donc, elle n'est pas là présentement, mais elle monte. Elle, une qui descend, puis l'autre qui monte. Oui. Puis pourquoi que Michaela Mayer monte? Je vais t'en reparler aussi juste un petit peu après. Il y a des raisons à ça là, qui sont tout à fait logiques. Quand on réfléchit, on voit le raisonnement puis on le comprend, même si elle est capable d'être à 135 encore. Pour Marie-Pierre, bon, c'est intéressant. Sandy Ryan, qu'elle a affrontée, était la deuxième 140 livres après Chantel Cameron. Fait que là, on a Chantel Cameron qui a tous les titres. OK? Undisputed, tous les titres. Oui. Chantel Cameron va se rebattre en novembre contre Katie Taylor et remet ses titres en jeu. On va en reparler tantôt. Admettons une victoire de Katie Taylor sur le rematch. Tout est possible. Les titres de 140 vont être tous vacants le lendemain du combat. Je le dis, je répète, Katie Taylor veut gagner des titres à 140, mais veut continuer de se battre à 135. C'est là l'argent pour elle, outre ce rematch-là. OK? On en reparle tantôt. Mais là, il faut garder en tête qu'il pourrait, dès cette année, y avoir beaucoup de titres vacants. Donc, c'est important que Marie-Pierre se positionne rapidement pour avoir une chance, peut-être, sur un de ses potentiels titres vacants. Maintenant, il y a 2 filles dans le top 10, je parle de BoxRec, de BoxRec qu'on connaît, ou peut-être moins pour une des deux, mais que moi je connais bien, Oshin Derio et Estelle Mosley. J'avais hâte que tu me les nommes parce que je sais le lien que tu vas faire. Les deux filles-là, non, mais ils parlent français, mais pas juste ça. Les 2 filles se sont qualifiées pour Paris 2024. Donc, c'est fait, la qualification. Là. Eux autres, là, c'est fait, ils ont leur billet pour Paris. Donc, probablement que dans la prochaine année. Est-ce que non, mais là, je vais t'arrêter. Est-ce que tu es certaine que Estelle Mosley avait à se qualifier? Parce qu'il n'y a pas un vieux règlement qui dit que quand tu as déjà gagné l'or, tu as la porte ouverte? Non, elle a fait les qualifs européennes, qui sont les équivalents de nos Jeux Paname. Puis elle a gagné la médaille. Elle a gagné sa qualif. Même chose pour Oshin. Elle a gagné sa qualif. Je demande à Pierre de Coubertin. Oui, c'est ça. Mais ces 2 filles-là ont leur ticket pour Paris. Donc, dans la prochaine année, oui, on va peut-être les voir se battre une fois pro, mais probablement que tranquillement, elles vont migrer vers une préparation olympique. Mais imagine le gars-là, OK? Là, Tony Yoka et Estelle Mosley Yoka, ils ont divorcé, OK? Mais on les met quand même en finale et en demi-finale. Puis là, on leur envoie Simon King puis Marie-Pierre Roule comme adversaire. Puis là, on vend ça à Montréal en pay-per-view, puis on refuse. Je te dis, le monde va se battre pour écouter ça. Tu as beaucoup d'imagination. Pourquoi pas? La revanche olympique et puis Marie-Pierre en championnat du monde pour une ceinture vacante. C'est 2 combats qui pourraient, on rit, mais c'est 2 combats qui pourraient très bien arriver en 2024. Il ne faut pas oublier que ces 2 filles-là, Oshin et Estelle, vont être pénalisées à la WBC pour un certain temps à cause du fait qu'elles s'en vont dans un cycle olympique. Donc, 2 ans de suspension. Hein. Alors, du côté de la WBC, ça laisse de la place, ces 2 têtes du top 10 qui ne pourront plus bouger pour des titres, qui pourront sortir des classements. Mais Mauricio est tellement intègre avec ses propres règlements. Tu as raison, il n'y a aucune chance que Mauricio change d'idée. On va voir. Mais là, il y a d'autres filles aussi, tu sais, il y a Magali Rodriguez, elle est bonne, tu sais, il y a certaines filles de Jessica Camara, il ne faut pas l'oublier, 135 et 140. Caroline Dubois, ce serait incroyable. Mais Caroline Dubois se tient entre 135 et 140, donc oui, effectivement, c'est une incroyable de ramener parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où Marie-Pierre Roule s'est battue en championnat du monde contre Sandy Ryan, toutes les autres filles qui viennent de Grande-Bretagne, tu sais, ça pourrait être Cameron dans une défense optionnelle. Ça pourrait être Dubois qui veut faire un statement dans sa tête. Mais c'est certain qu'une fois que tu as ce comparable-là où tu as fait la limite avec une championne, les autres vont téléphoner. Fait qu'il va en avoir des offres. Marie-Pierre, garde ton passeport à jour. Les grosses têtes, dans le fond, qu'il faut se rappeler, là, c'est les grosses têtes du 140 livres, à part Cameron. C'est Sandy Ryan qui est rendue à 147, mais qui pourrait redescendre, selon moi, selon une opportunité. Comme je disais, Derio Mosley, qui, elle, s'en va sur le site olympique. Magali Rodriguez, qu'on a déjà vu. Jessica Camara, quand elle est en forme, est intéressante. Mais tu sais, c'est ces filles-là. Puis là, tu as Michaela Mayer qui monte.
rapidement sur Mikaela Mayer. Pourquoi elle monte? Bien, Mikaela Mayer, on sait qu'elle n'est plus capable de faire 130. Elle le dit, elle est trop sèche quand elle fait 130, puis elle n'est pas optimale. Elle a de la misère. Tu sais, 24 heures après la pesée, elle n'est pas totalement réhydratée. Ça atténue ses performances dans le ring. Donc, elle avait décidé de targeter, de cibler Katie Taylor à 135, mais Katie Taylor est prise dans 2 rematchs potentiels. Elle en a un qui est annoncé pour le 25 novembre contre Cameron, et on sait que Jake Paul a annoncé que Serrano allait commencer à négocier pour son propre rematch en début de l'année prochaine. Donc, ces 2 rematchs-là, Taylor est prise dans 2 rematchs, puis sûrement des défenses obligatoires entre-temps. Il n'y a pas de place pour Mikaela Mayer qui veut un titre, qui veut des titres. À 140 livres, c'est différent parce que Cameron, une fois passé le rematch du 25 novembre, est libre comme l'air. Elle va peut-être avoir des défenses obligatoires, mais il n'y a pas d'autre engagement pour elle. Et Mayer contre Cameron pourrait être très intéressant. Puis aussi, Mikaela veut se positionner au cas où Cameron perdait contre Taylor. Parce que si les titres deviennent vacants puis qu'elle est bien positionnée, elle pourrait tout de suite avoir une chance pour une ceinture à 140. Et Mayer mentionne que 140 pour son prochain combat, mais que c'est peut-être une transition vers le 147. Parce que Mayer vise aussi une fille qui s'appelle Natasha Jonas ou une fille qui s'appelle Mika Skill ou même une fille qui s'appelle Sandy Ryan. Alors, voilà, mais elle se laisse libre d'être entre 135 et 147, mais elle n'a pas de temps à perdre, Mayer. Elle va aller là où il y a des opportunités pour elle rapides. Elle ne veut pas attendre après Taylor 2 ans. Elle ne va pas vouloir attendre après Cameron 2 ans. Elle va aller là où elle peut faire de l'argent et aller chercher des titres. C'est pour ça qu'elle monte à 140. 135, c'est loadé au moins pour 12 mois. Marie, je voulais faire une demi-heure de chronique québécoise, tu sais, puis qu'on a tout placé ça. Fait que c'était mon idée, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais là, il me reste 15 secondes, je vais probablement dépasser. Mais là, tiens-toi bien. Je t'ai préparé une chronique sans te le dire. Ça s'appelle La relève en coaching. C'est une chronique. Tu sais, on a Marc Ramsey, on a Stéphane Larouche, puis là, ils ont fait des petits. Tu sais, on voit Samuel Descaries de relais, on voit Luc Vincent Ouellette, on voit Vincent Auclair. Et là, moi, il faut que je te parle de la relève. Tu sais, on a Daniel Bouchard là, qui commence à faire parler beaucoup. Mais là, il faut que je te parle de ma nouvelle entraîneur de boxe d'avenir. OK? Je l'ai vu dans plein de compétitions amateurs. Puis là je l'ai regardé. J'ai dit, tabarouette, cette fille-là, elle travaille bien, genre. Les bons conseils. Je la voyais donner de l'activation. Elle appelle ça faire de l'activation avant les combats. Je dis, cette fille-là, elle est structurée, elle est incroyable. Je n'avais aucune idée c'était qui. Okay? Là, je demande à Martine Vallière-Bisson, c'est qui cette fille-là? Elle me dit, c'est Marie-Jeanne Parent. Ah oui! Et je me suis rendu compte, en regardant mes photos, que là, elle est au championnat continental avec Tamara Thibault et compagnie. Là, je suis allé lire sur elle. OK? Ben là, elle a un bac en éducation. Elle a sa classe. C'est une professeure d'école. Elle est allée. Attends, j'avais pris ça en note. Là. Elle est allée au jeu du Commonwealth en 2018 où elle va gagner une médaille de bronze. Ben, finalement, elle rêvait d'aller aux Olympiques, mais le genou complètement débattu. Elle est opérée à travers les croisés antérieurs. Mais juste te dire que je suis impressionné. Je l'ai vraiment regardé travailler, puis j'ai fait « Wow, mais quel entraîneur d'exception! » Puis là, une femme en plus, on a de plus en plus. Là. Je vois qu'elle est avec Vincent Auclair. Sur l'équipe canadienne, présentement. Il faut passer des victoires de Tamara Thibault qui est en train de tout rafler. Donc, Marie-Jeanne Parent, un nom à surveiller dans les prochaines années dans le coaching québécois et aussi quelqu'un qui est professeur d'école. Donc, c'était ma découverte du mois d'août. Ben oui, mais c'est intéressant quand même. Puis Marie-Jeanne, c'est ça, on ne sait jamais. Elle a repris les combats et tout. Puis, on ne sait pas ce que ça va l'amener. Tu sais, t'es dedans à 100%. Là, savais-tu qu'elle, le moment donné, là, ils ont coupé. Il a fallu qu'elle se fasse enlever un doigt. Là. Accident au gymnase, il manque un phalange. Dans un gant, ça ne paraît pas. Non, je le sais, on peut boxer quand même, mais c'est quand même toute une histoire. Genre, il manque un phalange. Bon. Ben, c'était ma découverte de la semaine. Puis après ça, mais je voulais aussi te demander,
Timea Nagy, 2 contre 3 avec Vanessa Lepage-Joannis. C'est un peu ce que ça amène, hein, une division qui a moins de monde, mais ce combat-là est quand même intéressant aussi, là, si tu veux me prendre 30 secondes pour me l'expliquer. Mais moi, des trilogies, j'haïs pas ça quand ça vaut la peine. C'est parce que ça avait fait quand même des combats intéressants. Là. Ça avait fait des combats intéressants. Pourquoi pas? Non, mais là, je te parle de Timea Nagy contre Vanessa Lepage-Joannis. Ah oui. C'est une trilogie, ça? Non, c'est pas une trilogie, excuse-moi, mais c'est intéressant quand même parce que, tu dis, on n'a pas beaucoup d'adversaires dans la même catégorie, puis tout, puis tu sais, nanana, faut pas juste ça, il faut compter que c'est cher d'amener des adversaires. Parce que celles qui sont les meilleures sont loin. C'est des billets d'avion à 2500$ par personne. Puis, il y en a qui ont des ceintures. Mais parce que Nagy, elle a 2 victoires par KO rapide, mais je suis allé voir des photos d'elle, puis ça n'a pas l'air d'une fille comme qui est en surpoids dans la division. Ça a l'air d'une athlète, ça a l'air de quelqu'un qui est en forme. Puis là, on ne sait jamais, on l'amène ici, peut-être qu'on va avoir un meilleur combat qu'on pense. Elle a plus de 60 combats chez les amateurs aussi. Au même principe que Princess Airston qu'on avait vu au casino contre Vanessa, c'était une fille qui était en shape, qui était capable de se battre. Vanessa avait dominé parce que Vanessa, aïe, c'est no joke. C'est plus la même Vanessa. Là. Je la regardais là, sur Instagram. Elle montre ses progrès là, de transformation physique avec son préparateur. Les bras fondent, puis muscles. Mais Timea Nagy, là, elle a affronté Franken Crudezun, Ariane Fortin, elle a tout vu chez les amateurs. Je te dis, c'est un des combats qui m'intrigue le plus. C'est une vraie athlète. Fait que moi, c'est ça. Au même titre, comme je te disais, que Princess Airston, cette fille-là va amener de la crédibilité à Vanessa. C'est ça qu'on veut. Aller chercher une fille qui va bien paraître dans le ring face à Vanessa quand même. Puis si Vanessa se démarque énormément, c'est tant mieux. Mais il faut que Vanessa connaisse l'adversité. Il faut qu'elle ait des vrais athlètes. La dernière adversaire de Vanessa, là, rappelons-nous, c'était quoi? Si la fille est rentrée blessée dans le ring. Oui, mais peut-être que tu oublies que Vanessa, elle s'est quand même battue en championnat du monde où elle a vécu de l'adversité. Les combats contre Mazerol. Oui, mais tu sais, jeune, c'était pas la même Vanessa. C'était pas la même Vanessa. C'est encore dans sa tête. Non, mais c'était une Vanessa qui n'avait pas la shape de présentement, le mindset de présentement. Un enfant. C'était une Vanessa. Cette expérience-là va payer, mais c'est beaucoup plus payant présentement pour elle de la préparer pour vrai. Pas lui mettre n'importe qui en avant, parce que quand on va pogner des filles comme Raquel Miller, ça s'est boxé Raquel Miller, là. Je vais juste mentionner que Nagy, je trouve que ça a beaucoup de bon sens. Puis ça a tout à fait de l'allure, puis moi, je suis contente, ça. M'intrigue. Ouais, je suis contente. Là, on a fini notre volet québécois, c'est magnifique. On va y aller avec les sujets. Là, on va y aller avec celui-là, solidarité féminine entre. Oui, exactement. Serrano et Hardy. Moi, je vais te faire mon résumé en 30 secondes. Là. J'étais chez mon bon ami Jonathan Giria, puis là, il me dit Hey Laurent, ça commence Serrano contre Hardy. Veux-tu qu'on arrête d'écouter la lutte pour aller à la boxe parce qu'on avait juste une TV. Puis là, j'ai dit à Joe, non. Serrano, elle va frapper à 2 mains sur Hardy. Il fait comme un cadeau de Noël pour qu'elle aille une bourse, mais ce n'est pas un combat intéressant. Puis la question, parce qu'on savait, j'ai eu raison, là, ça a été une balade dans le parc. La question, c'est quand quelqu'un est tellement amoché puis tellement épuisé que tu sais qu'elle ne gagnera pas d'un one-punch knockout, devrait-on arrêter le carnage? 247 coups de poing sur la cible en 10 rondes, c'est trop. Ça ne devrait pas avoir lieu d'un combat de... Merci de le dire. Merci d'en parler parce que je me sens presque toute seule avec cette opinion-là ces temps-ci. Je regardais le combat. Martine Vallière-Bisson le regardait aussi, puis on se chattait en même temps. On est des amis, tu le sais. Fait que des fois, on se commente les combats. Puis, tu sais, moi, on va le mettre en contexte. Eder Hardy a déjà affronté Serrano dans le passé. Serrano l'a battu. Et à cette époque-là, Serrano lui avait promis un rematch quand ça vaudrait la peine. Depuis, il y a eu la pandémie. Eder Hardy a monté à 135 livres. OK? Quand elle a affronté Jessica Camara, c'était du 135 livres, etc., etc. Tous les derniers combats, c'est ça, tous les derniers combats,
Elle a fait du 135 livres. Elle a été abîmée depuis le combat de Jessica Camara aussi, il faut dire. Ça a changé Heather Hardy beaucoup dans sa boxe, dans sa confiance. Le temps passe. Serrano devient undisputed à 126 livres et offre à Heather Hardy une défense, sa première défense optionnelle en lui disant « Je t'avais promis le rematch. Maintenant, j'ai un promoteur qui paye bien et je peux te faire une bourse dans les 6 chiffres. » C'est ça, c'est vraiment ça. On ne sait pas le montant exact, mais c'est dans les 6 chiffres. Et comme c'était pay-per-view, ils vont sûrement avoir des redevances aussi. Elle a accepté Heather Hardy, mais elle a accepté comme un cadeau. C'est exactement ce que tu dis, c'est comme un cadeau. Est-ce qu'Heather Hardy est mauvaise boxeuse? Non, mais Heather Hardy, à 41 ans, elle est plus vieille, elle est beaucoup plus lente et c'est pas une cogneuse de puissance, Heather Hardy. C'est une fille aussi qui a jamais eu une défensive du tonnerre. Heather Hardy, c'est quelqu'un qui a une défensive poreuse puis qui a toujours, c'est une Irlandaise de Brooklyn, du Gleason Gym. Elle vient de la mentalité où tu es une tough, tu es capable d'endurer des coups puis tu vas gagner en allant de l'avant tout le temps et en n'arrêtant jamais. Déjà, premier point que je n'ai pas aimé, c'est sa réaction sur la balance. Je ne sais pas si tu as vu la pesée, Laurent, mais quand elle a embarqué la balance, elle a lancé un soupir ou un cri de la mort quand il a annoncé son poids. Elle était sèche, là. Elle était sèche. Tu sais, tu fais 135, tu as 41 ans, ton métabolisme est plus lent, puis là, tu redescends à 126 livres. Elle a fait 125,8, je pense, à la balance. Mais le cri de la mort qu'elle a lancé, moi, dans ma tête, je me suis dit, puis je ne suis pas la seule, je me suis dit, aïe, aïe, ça a dû être très pénible de faire le poids. Très difficile de faire le poids. Parle pour toi parce que moi, j'en connais un de 41 ans personnellement, moi-même, là, puis je suis encore tout un athlète, OK? Bon. Je ne vais pas le contester, ça, c'est toi qui le sais, mais elle a eu la misère à faire le poids. C'est sans équivoque, là. Tu le regardes, là, puis si vous le regardez en boucle, la pesée, là, vous allez voir, aïe, elle était soulagée, les bras en l'air, puis le cri, là, quand ils ont annoncé, parce que c'était une vraie pesée, c'était pas une pesée médiane. Moi, je l'aime pas, Heather Hardy. Elle n'a pas gagné un round contre Camara, puis c'est elle qui obtient le gros fame à télévision. Tant mieux, elle a eu sa revanche, elle a eu son argent, mais ça n'a pas donné un bon spectacle. Puis moi, déjà, j'ai pour mourir. La demi-finale ne valait pas la peine. Moi, ce que je trouve, OK, je comprends la fille, c'est pour Undisputed, elle veut aller jusqu'au bout, c'est dans sa mentalité, OK? Mais moi, j'ai de la misère avec un coin qui ne protège pas son athlète. Cette fille-là, au round 1 de 10, là, elle avait déjà les genoux qui claquaient puis les jambes chancelantes. Serrano, là, on a eu l'impression qu'elle performait vraiment beaucoup, mais en vrai, là, c'était une performance, c'était pas le meilleur combat de Serrano. Je n'ai pas trouvé que c'était si bon que ça. Elle garochait beaucoup, puis sa précision n'était pas à un autre niveau. Elle se faisait toucher en contre-attaque. Elle ne gérait pas tant que ça la distance. Exact. Puis, tu sais, tu as Hardy de son côté qui endure des coups. Tu sais, quand on dit là, too much punishment en anglais, là, ça n'a pas de bon sens. Tu as un coin. Là, le docteur est allé. Pendant un bout, elle avait l'œil complètement fermé. Elle ne voyait rien. Elle disait dans le coin, mon œil, my eye, en voulant dire, mettez de la glace. Tu sais, il y a eu un coup de tête vers le dernier tiers du combat accidentel, tu sais, droitier-gaucher, ça fait ça, mais tu sais, elle saignait du milieu du front, elle était chancelante, elle avançait là, par en avant comme si c'était il fallait que... Puis tu sais, Serrano applaudissait après chaque round comme pour lui dire « Continue ma fille, continue, on donne un show », mais moi, j'ai pas aimé ça. Puis, je me demande ici jusqu'à quel point c'est un cirque, la boxe. Parce que, tu sais, quand ton athlète est en danger, il faut que tu arrêtes le combat. C'est ta job de coin. Je comprends qu'ils ont peut-être discuté de tout ça avant, mais c'est pas juste de dire on en a discuté avant le combat, puis elle veut continuer, elle veut faire ses 10 rounds. À un moment donné, si cette fille-là se ramasse avec du Parkinson précoce ou n'importe quoi plus tard, c'est ce genre d'attitude-là qui fait que tu as des séquelles à long terme. C'est peut-être pas tout de suite le lendemain que ça va se passer, mais c'est dangereux. Puis il n'y avait aucune chance que cette fille-là gagne. Des lucky punch, elle n'en fait pas, Heather Hardy. Elle était épuisée, crevée. Au 3e round, elle était crevée, bien raide déjà. Il y avait, les coups qu'elle donnait n'avaient pas d'impact ou presque, même si elle touchait Serrano. Moi, je suis contente pour elle. Il y a eu un beau speech de solidarité féminine à la fin. Les deux ont ouvert des portes. Maintenant, ils ont eu toutes les deux des combats pour des peanuts de salaire. Quand j'ai des peanuts, là, c'est des combats de championnat pour 12 000 $ puis des affaires de même.
je comprends là, qu'il y avait de l'émotion, puis c'est comme deux filles de Brooklyn qui s'affrontent, qui se respectent énormément, qui sont allées au bout. Oui, ça donnait un show dans la mesure où c'était quand même impressionnant de voir tout un beating, comme on dit, c'est comme une raclée. Mais est-ce que c'était... Moi, j'étais pas soulagée de voir ça. J'étais pas... je me suis dit, tout au long du combat, je me disais... le docteur devrait agir. Le coin devrait lancer la serviette. Coudonc, là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait, là? Tu sais, ils ont donné... Je sais pas, je suis d'accord avec toi, Laurent, là-dessus. Là. J'ai bien de la misère à voir ça. Puis je me dis que tu utilises un peu la fille comme un animal de cirque, là. À un moment donné, si ton entourage ne te protège pas, puis que l'arbitre puis le docteur ne te protègent pas, qui va te protéger? Elle, clairement, elle ne s'est pas protégée elle-même, elle n'était pas dans un mode pour vouloir arrêter son combat. Là. Bon, ben moi, je vais te protéger avant que tu parles trop longtemps de ce sujet-là. Là, ça, c'était mon lien. Là. Non, mais ça me met fâché. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que pas de même. La dernière fois, tu m'as déclaré, je cite, que Olivia Curie était une dure à cuire. Visiblement, tu avais raison parce qu'elle a vu la limite contre Shadasha Green. Et là, il faut comprendre que Shadasha Green, elle est avec Jacques-Paul. Ouais. Elle est aspirante numéro 1 à Marshall. Savannah Marshall. Et Marshall a réagi très rapidement sur les médias sociaux pour l'inviter en Angleterre à faire un événement grandiose. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, le combat est ordonné conditionnel à cette victoire-là. Donc, la WBC, si je ne me trompe pas, a ordonné le combat déjà de Marshall contre Green, conditionnel à la victoire de Green sur Olivia Curie. Donc là, ils doivent s'entendre et que Green est déjà d'accord pour aller en Angleterre se battre contre Marshall. OK? Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord pour y aller, mais qu'elle était ouverte à y aller. Donc, ça va négocier. Mais tu sais, Jake Paul est un bon négociateur. C'est plus Nakisha, l'autre gars qui est avec Jake Paul, qui est la vraie tête en arrière de tous ces événements-là. Mais Shadasha Green voulait se battre entre-temps parce qu'elle attendait la résultante de Zern Marshall. Donc, ils ont annoncé qu'elle affronterait Curie, qui a monté de 8 livres pour l'affronter. C'est une 160, Curie, qui est chez Rick Ramos avec Jessica McCaskill. C'est pas Rick Ramos son coach, mais c'est son manager. Donc, une fille de Chicago qui s'entraîne déjà avec plusieurs personnes, donc avec Jessica McCaskill, entre autres. C'était une fille tough, moi je le savais. C'est une fille qui est quand même bonne, mais puis j'ai pas trouvé Shadasha Green particulièrement extraordinaire non plus dans ce combat-là. Je ne sais pas, Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé, mais je trouve je pense pas qu'elle est extraordinaire. Là. Je pense qu'elle a ramassé ses KO, elle frappe fort, on l'embarque un peu, on aime créer un buzz, on aime avoir une nouvelle, mais je pense pas qu'elle va toucher à Shields. Je trouve qu'il y a deux Shadasha Green, moi. Il y a la Shadasha Green qui allume, puis il y a la Shadasha Green qui est un slow starter. Puis le problème que je vois de Shadasha Green dernièrement, puis j'ai vu la même chose contre Eileen Cedrus au mois de février, c'est qu'elle est, on dirait qu'au début, elle prend vraiment trop son temps. À un moment donné, c'est facile de dire je vais prendre mon temps contre une fille que tu sais que tu peux knocker, OK? Parce que tu peux toujours décider d'embrayer une fois que tu as josé la fille puis de la knocker. Avec Curie, ça n'a pas marché parce que Green a fait les coups avec le plus d'impact. Tu sais, l'uppercut rentrait, les coups au corps rentraient à un moment donné, puis ça avait beaucoup plus d'impact. Donc, même quand Olivia Curie faisait bien, les coups avaient plus d'impact du côté de Green. Mais ça reste que c'était une slow starter. Puis comme tu dis, face à Shields, elle ne pourra pas commencer lentement comme ça, tu sais. Quand j'ai vu que Ogledis Suarez a vu le 5e round, une fille qui vient des 129 livres, Marshall ne vient pas des 129 livres. Non. Là. Mais en même temps, ça va être quel combat. Quand tu parles de vendre un combat ou quand tu parles de comment les styles se mélangent, là, d'avoir deux cogneuses, d'avoir deux filles qui sont physiques, qui sont grandes, qui ont peut-être, on dirait quasiment que les deux ont les mêmes qualités puis les mêmes défauts. Ça va être
Mais elles sont plus, différentes. Elles sont différentes en même temps. Puis c'est ça que je veux aussi mettre l'accent sur. Regardez, tu as une Marshall qui est une cogneuse qui va tirer plus de volume que Green, OK? Puis qui boxe un peu à la Tyson Fury. On connaît comment elle est grande, puis elle est mince, puis elle va se positionner avec les petits gestes. Tu sais, on reconnaît vraiment l'école Fury donc au niveau des feintes, des mouvements de tête, des mouvements d'épaule. Tandis qu'on a Green qui, elle, Green, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle va se cacher en arrière d'un petit jab pour jauger la distance. Elle pousse l'adversaire, elle pousse, puis dès qu'elle voit un trou, c'est là qu'elle lance ses power shots. Elle peut aussi te fermer les yeux en contre-attaque avec sa main droite. Absolument. Tu sais, elle est beaucoup plus patiente et moins en volume, mais ça peut lui jouer des tours parce qu'à un moment donné, peut-être contre Marshall, ça pourrait fonctionner parce que il va falloir qu'elle ait une bonne défensive, par exemple, parce que Marshall tire du volume puis c'est des power shots. Mais contre Shields, comme je dis toujours, tu sais, Shields, elle a fait ça avec Marshall, parce que Marshall est lente. Puis Shields est rapide. Fait que Shields, à 168 livres, elle va peut-être être un petit peu plus lente qu'elle d'habitude, mais elle a déjà été à ce poids-là. Puis comme elle dit, elle est capable de... Elle marche pas mal plus lourd que 168 livres dans la vie de tous les jours. Fait que pour elle, ça ne sera pas un enjeu d'aller... Elle est beaucoup trop rapide pour quelqu'un qui est un slow starter. Le Shields, c'est le cadeau de celle qui va gagner entre... On le sait que c'est ça qui s'en vient. Donc, cette division-là des 168 livres qui était pauvre, là, devient tout d'un coup intéressante à cause de ces trois filles-là. Parce qu'on a eu DAZN contre Marshall. On va avoir Green contre Marshall, puis la gagnante contre Shields, probablement. C'est très excitant pour les 12 prochains mois, je dirais. Pourquoi pas la perdante contre Crew DAZN, que moi, je ne disqualifie pas tout de suite. Là, non, exact. Puis Crew DAZN va vouloir revenir, puis on pourrait aussi, il y a beaucoup de choses à 4 filles là, dans la division. Pour l'instant, 4, peut-être un ou deux prospects qui vont monter là, bientôt. Mais à 4 filles, oui, c'est pauvre, mais ces 4 filles-là sont riches en talent. Mais Bob Arum m'a déjà dit, si tu as 4 boxeurs de qualité, tu peux faire 9 combats. Ben oui, tu fais un tournoi. Ça te le fun un peu un tournoi, ces 4 filles-là. T'imagines-tu comment ça serait vendeur et intéressant? Juste le build-off, là. Sans faire un tournoi, tu peux avoir des revanches, tu peux ramener des DAZN dans le mélange. Puis tu sais, c'est pas parce que ces 4 filles-là, c'est pas parce que la division est faible que ces 4 filles-là sont faibles. Le fait que ta division est faible n'est pas un indicateur de ton propre talent. Tu peux être exceptionnel dans une division faible, puis s'il y en avait 20 autres en arrière, tu es battrais pareil. T'sais. Comme moi, je suis exceptionnel en boxe québécoise, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font, fait que ça paraît moins. Olivia Curry a toffé jusqu'à la fin. J'ai trouvé que c'était courageux parce que les uppercuts rentraient pas à peu près. C'était des lourds. Mais, puis elle a pas mal fait, vraiment. Moi, j'ai aimé Olivia Curry face à Green. Il faut comprendre qu'elle a monté du 8 livres. Elle était petite dans le ring à comparer à l'autre. Vous revoir Olivia à 160 contre des adversaires de son poids, puis tu sais... Juste, puis une anecdote rapide, Eric Réma se dit que ça y a pris 5 minutes avec Nakisa de négocier Olivia Curry tellement la bourse était bonne. Je dis ça. Oui, mais je pense que Jake Paul avait déclaré qu'il mettait beaucoup de chiffres sur le zéro puis que personne ne voulait affronter Shadowster Green. Mais quand tu mets beaucoup de chiffres sur le zéro, éventuellement, quelqu'un va lever la main. Il y en a. Oui, puis Jake Paul est renommé pour bien payer le côté B. Il n'y a pas 50 personnes dans son écurie. Ils sont 4-5 boxeurs à peu près, mais ils payent bien le côté B. Donc, ça assure d'avoir des adversaires intéressants pour les Serrano, pour les Green, etc. Puis même le petit nouveau Ashton Silve qu'on a vu, là, qui était vraiment intéressant. Je ne suis pas un podcast de boxe masculine, mais j'ai adoré Ashton Silve. Je l'avais déjà vu avant. Puis, j'ai hâte de le revoir. Bon, là, Marie, je vais te lancer un autre sujet. Ah oui, donc. Cathy Taylor contre Chantel Cameron 2 et Harper contre Bracus annoncé. Ouais. Bracus, moi je vais te le dire, là, elle roule sur son nom parce qu'elle ne me dit plus rien depuis 3 ans, mais tant mieux pour elle, elle roule sur son nom. Là, je te fais une prédiction pour ça tout de suite, les 2 combats. Cameron va répéter son exploit de gagner contre Cathy Taylor à 140 livres. C'est l'opinion que j'ai. Est-ce que je vais changer d'ici le 25 novembre? Peut-être qu'il y a des indicateurs qui vont me faire changer d'avis, mais moi, je crois que ça va être un repeat et non un repair. D'accord? Et pour Harper, va passer par-dessus Bracus comme un troc.
aussi. Ça ne devrait pas être par KO. Par exemple, je m'attends à une décision unanime dans les 2 cas. Mais je ne vois pas comment Harper pourrait perdre contre Cecilia Brækhus présentement. Harper est dans la forme de sa vie. Harper, ça lui va bien, les 154 livres, bizarrement, même si c'est une petite 154 livres. Et il ne faut pas oublier qu'Harper est dans la vingtaine. Brækhus était déjà lente à 147 dans ses derniers combats contre McCaskill. On l'a vu à son retour à 154 il y a quelques mois, tu te rappelles? C'était contre une adversaire, une journée women, et c'était lent. Je m'attends à ce que Harper soit trop rapide pour Brækhus. Pour Cameron, je crois qu'ici, on a vu que Cameron avait ce qu'il fallait, côté grandeur, côté poids aussi. Taylor est petite à côté de Cameron, et Taylor est aussi, c'est le même ratio, un peu plus vieillissante, un peu plus usée peut-être que Cameron, qui, elle, est à son pic, et que la confiance est de son côté. Maintenant, est-ce que quand Taylor est capable de battre Cameron? La réponse est oui, là. Moi, je dis que Cameron va répéter, mais je pourrais me tromper. Sur ce combat-là, ça va être beaucoup plus serré que l'autre. Mais moi, je suis contente quand même que ces combats-là arrivent. Harper Brækhus, pourquoi va falloir surveiller? Parce qu'il y a le titre WBO vacant qui a été rajouté au titre WBA de Harper. La gagnante va avoir 2 titres. Peut-être que notre Mary Spencer face à Herman va aller chercher un titre plus l'IBO. Il restera le WBC quelque part. Ça met la table pour vraiment l'année prochaine, en 2024, un combat pour Undisputed. Je l'ai dit, Harper contre la gagnante de Herman et Spencer pourrait se ramasser très rapidement en combat pour Undisputed. Mais j'aimerais lancer un message à Marie-Ève Dicker. C'est juste pour te dire, Marie-Ève, que si tu avais continué à boxer, tu aurais pu te battre 8 ou 9 fois en championnat du monde encore. Regarde toutes les chances que Brækhus a à 41 ans. C'est un beau message. Marie-Ève, elle a arrêté pour plusieurs raisons. Elle a beaucoup d'usure physique. Je veux juste dire qu'elle aurait pu faire 8 autres combats de championnat du monde. Toi, t'aimes ça réinventer l'histoire, Laurent? Non, mais regarde, là, elle s'entraîne à tous les jours, elle saute par-dessus des collines, genre, aussi bien faire 8 autres combats. Elle fait des trous d'un coup au golf. Ouais, ça, c'est. Non, mais ça, là, je ne sais pas, j'ai le droit d'en parler, là, mais elle fait son trou d'un coup au golf, puis le lendemain, le journaliste de golf, qui n'a même pas parlé de son trou d'un coup, s'en va nous parler d'une faillite qui n'avait pas de bon sens. Des fois, les médias sont fâchants, comme là, ça n'avait aucun bon sens. Ne vous inquiétez pas, Marie-Ève Dicker n'est pas en faillite, vous n'avez pas besoin d'y lancer de l'argent si vous la croisez sur la rue. Non, c'est vrai, cette histoire-là, ça n'a pas de bon sens. Bref. Un autre sujet. Bon, Leonela Yudica surprend face à Senesia Estrada. Yudica, elle a perdu face à Estrada, sauf qu'elle a vraiment exposé Estrada la semaine passée, il y a 2 semaines. Elle a exposé une Senesia Estrada qu'on met sur un piédestal. Là, tout le monde dit c'est la meilleure 105 livres, sûrement la meilleure 108 livres, on la veut partout. Mais là, Leonela Yudica, qui est l'ancienne championne des 112 livres, qui avait un titre en 112 livres, qui l'a perdu l'année passée, a décidé de descendre à 105. Et là, c'est intéressant. Tu sais, quand on dit qu'un boxeur qui ne fait pas de coupe de poids est désavantagé versus un autre qui en fait un, là, Yudica, elle se battait à son poids naturel, à 112 avant. OK? 112, 115, c'est des petites coupures de poids. Là, elle a décidé d'accepter l'offre d'Estrada de la challenger à 105 pour les titres qu'Estrada possède. Écoute, elle a fait une coupure de poids, elle s'est rendue à 105, puis Seigneur qu'on a vu une boxeuse meilleure. Elle était rapide, puis elle était plus efficace. Puis ce que j'ai aimé de ce combat-là, puis c'est là qu'elle a exposé des faiblesses d'Estrada. Elle était un petit peu plus grande, pas beaucoup, mais un petit peu plus de portée, un petit peu plus grande. Elle a tellement bien saisi Estrada, les coups d'Estrada, là, elle l'a timé parfaitement. Fait que là, tu sais, Laurent, Estrada, qu'on pensait invincible, elle a mangé dans ce combat-là plus de coups que n'importe quel autre de ses combats pro jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'ai une question quiz pour toi. On va voir, pour tester Marie-Ève Albert. Quelle était la dernière fois que Senesia Estrada avait perdu plus d'un round dans un combat? Oh, attends un petit peu. C'est contre Adelaida Ruiz? Ah non, c'est un piège. C'est un piège, je t'avertis.
quelle était la dernière fois qu'elle a perdu plus d'un point dans un combat? C'est un piège. C'est contre Cristina Fuentes, où elle était même allée au tapis au 3e round. Oh là là! Non, ça, je ne l'aurais pas su. Depuis ce temps-là, elle n'avait pas perdu de ronde. Ah non, puis Yudica, sincèrement, là, c'était serré. Moi, j'avais 96-94 pour Estrada, OK? Elle a perdu un round contre la japonaise Tsunami. Oui, Tsunami, c'est une très bonne boxeuse. C'est ça. Mais là, c'est intéressant parce que, tu sais, Estrada, c'est intéressant parce qu'elle se promène à 105, à 108, à 112. Pour le moment, tout lui sourit. Mais ma question, est-ce que Yudica a assez bien fait pour qu'on parle de combat revanche? Ben moi, oui, elle a assez bien fait pour un combat revanche, mais je ne crois pas que ça soit ça le next step. Parce que Estrada, on s'entend qu'elle est dans le 2 titres et Yokasta Vaillant en a 2. Donc, l'idée, c'est que Estrada veut vraiment un combat d'unification complète contre Vaillé. Par contre, si jamais ça n'aboutit pas, parce que ça a l'air très compliqué à négocier. J'ai bien compris comment tu l'appelles, Yokasta Vaillé, oui. Elle s'est servie de ses médias sociaux pour lancer un défi à Estrada, ce que j'ai bien vu. Oui, ben, elle, c'est une méga star chez elle au Costa Rica. Elle est signée chez Golden Boy, l'ancienne maison d'Estrada qui est rendue chez Top Rank. Elle a monté dans le ring après la victoire d'Estrada contre Yudica. Puis là, ils se sont un peu chicanés. Ils s'aiment pas beaucoup, les deux filles. Hein? Puis là, Estrada lui a lancé « Moi, te battre, c'est moi la meilleure. Je vais te battre, mais je vais pas juste te battre toi. Je vais battre ta coach. » Parce que c'est une fille qui entraîne là. Puis je vais battre Golden Boy. Là, j'ai fait comme « OK, accord le Golden Boy. » Là. On sait tout qu'elle est partie en mauvais termes. Mais l'autre, il a répondu. L'autre, il a répondu avec un petit sourire très narquois, là, je te dirais. Il a dit « Ouais, mais toi, tu es une fille qui se bat juste à la maison. » Elle dit « Moi, j'ai été championne dans 3 catégories différentes, puis je suis allée me battre partout, puis je suis championne pareil. C'est moi la numéro 1. Puis moi, by the way, viens donc Costa Rica te battre, parce que moi, je remplis des arénas, pas des théâtres. » Elle a dit ça parce que... oui, j'ai vu la blague de théâtre. C'est vrai, mais j'ai trouvé ça quand même drôle. Marie, on a d'autres sujets, là. Je vais te garrocher ça. Il en reste quelques-uns, là. Ouais. On va garrocher ça en mitraillette, comme ils disent dans le jargon. On va parler du rematch de Marlene et de Céleste Alanis. Ça ne sera pas bien long, ça. Vas-y. On en avait parlé au dernier podcast. Il y avait eu controverse sur ce combat-là parce que c'est pas tant la controverse sur la victoire d'Esparza, sinon qu'il y avait un juge qui avait... c'était une victoire majoritaire d'Esparza. Donc, il y avait eu un 95-95, 97-93 pour Esparza. Puis, il y a un juge, lui, qui avait vu 99-91 pour Esparza. Fait que là... Tout le monde, toute la communauté boxe était un peu en état de choc parce qu'il y a beaucoup d'experts qui voyaient un combat nul ou même une victoire d'Alanis. Certains voyaient une victoire d'Esparza serrée. Alors, le fait que quelqu'un puisse noter 99-91, ça avait choqué les gens, surtout que c'est un game changer. Enlève ce résultat-là, puis mets quelqu'un qui regarde vraiment le combat. Puis, ben là, on va le dire de même, ça se peut à ce moment-là que tu aies un résultat, tu puisses avoir un nul majoritaire ou un nul tout court. Puis, vu que c'était un combat d'unification en 3 ceintures, à ce moment-là, Alanis retourne chez elle avec son titre. Là. Elle repart à la maison avec son titre, puis elle est encore championne. Donc, ici, après le combat, le clan d'Alanis a déposé une plainte à la WBO pour mauvais jugement, puis c'était beaucoup axé sur ce juge de 99-91, en voulant dire que ça fait 0 sens. J'aurais pu, avec un nul, un combat nul, repartir avec ma ceinture à la maison. Ça change beaucoup le résultat. Là, j'ai plus de ceinture. Mais on voit qu'il y a un juge qui est vraiment... Tu sais, ce juge-là, s'il donne 97-93, il n'y en a pas de scandale. On va dire, Esparza a gagné un combat serré, majoritaire, 97-93 x 2, plus un 95-95. Mais là, ça donnait apparence de conflit d'intérêts ou de corruption. Donc, la WBO a reçu la plainte, a entamé un long processus. Ils ont demandé à des juges de plusieurs pays de réévaluer le combat round par round de façon séparée. Ils ont comparé les résultats de chaque juge round par round. Puis là, ils ont dit, bon, s'il y a 5 juges qui l'ont évalué, il faut au moins qu'il y ait 3 juges qui soient d'accord pour donner le round à une ou à l'autre pour que ça compte d'un bord. Tu sais, il y a eu un long processus que vous pouvez voir sur le site de la WBO. Là. C'est tout détaillé
détaillé vraiment. Puis, ils sont arrivés à un résultat de 95-95. 5 rounds Esparza, 5 rounds Alanis. Donc, ils ont décidé d'autoriser le rematch automatique parce que c'était impossible, selon, peu importe comment ils regardaient ça, c'était impossible d'avoir 91, 80, 99 pour Esparza. Et il y avait des gens qui donnaient, il y avait peut-être certaines personnes qui allaient d'un bord ou de l'autre serré, mais c'est le nul qui est ressorti. Donc, il y aura un rematch automatique. Je suis très contente parce que le combat était excellent, le premier. C'était candidat combat de l'année. Vraiment, là, c'était un excellent combat. Je m'attends à voir un autre excellent combat juste après. Puis, je trouve, ça montre un peu que dans certains cas, oui, justice peut être faite. Maintenant, ils ont 20 jours pour s'entendre, sinon ça s'en va au purse bid. Là. Ils sont en négociation. On va en savoir plus peut-être en début septembre. Qu'est-ce qu'il y en a? Ça va être quoi la date? Ça va être quoi le lieu? Mais je suis contente pour Céleste Alanis, qui, elle, était repartie bredouille, plus de ceinture, puis un peu amère. Puis pour Esparza aussi, parce que même si Esparza, elle avait la victoire, ça avait été, sa performance avait totalement été éclipsée par le mauvais jugement. On parlait plus du mauvais jugement que de ce qu'elle avait fait de bien. Là, ça va être sa chance de pouvoir vraiment solidifier, consolider ce qu'elle a fait. Un bon combat x2, pas de problème avec ça. Ben, moi, je ne suis pas content là, parce que si on veut commencer à refaire les jeux, à refaire les décisions des juges, je veux dire, il y a plein de combats dans l'histoire, même récente, qu'il y en a eu, tu sais. Comment on va juger de quand on recompte ou quand on ne recompte pas? Tu sais, moi, c'est un peu ça qui me fâche. Là, mais déjà, en partant, il faut déposer la plainte. Personne s'est inquiété, tu sais, combien Golovkin a perdu d'argent avec la mauvaise décision d'Adelaide Bird ou Pacquiao contre Timothée Bradley. Là, on arrive, tant qu'à moi, ça devrait toujours être fait. D'abord, à chaque fois qu'un combat est lourd. Ben, c'est peut-être ça le point, Laurent. C'est ça, c'est peut-être ça le point. C'est que le système de jugement et de procès, mettons, là, ou de plainte, doit être revu. Non, on voit que ça peut fonctionner. C'est la bonne décision, mais je me demande pourquoi on ne le fait pas plus souvent. C'est ça. Ben, peut-être aussi parce que les athlètes ne déposent pas de plainte. Elle, ça avait vraiment été formel, une plainte tout de suite. Puis le fait que c'était un combat d'unification aussi, ça a changé la donne. T'sais, parce qu'elle est repartie plus petite, mais elle en avait un avant. S'il n'y avait pas eu d'unification ou qu'il n'y avait pas eu de titre, selon moi, il n'y aurait pas eu de rematch. Moi, je suis en colère. Alicia Baumgartner a une bête noire en boxe et c'est Christina Linardatou qui l'avait knocké. Là, on a vu la revanche, ça n'avait pas fonctionné il y a quelques mois. Et là, qu'est-ce qu'elle avait, Linardatou, avec quelque chose de elle ne devait pas se battre contre Baumgartner, elle devait se battre contre Mayer en Angleterre, rappelle-toi. Puis la BBB avait décidé de ne pas lui octroyer de licence le jour de la pesée parce qu'elle a une lentille permanente dans un œil. Voilà, c'est ça. Okay? Les mains, c'est ça. Ça l'a donné l'occasion à Alicia Baumgartner de sauter sur le fait que Linardatou était fight ready et qu'il était libre et de l'amener aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, les règles sont différentes. Et Alicia Baumgartner, elle a sa seule défaite, c'est Linardatou qui lui a donné. Donc, c'était la première défense optionnelle de Baumgartner depuis qu'elle est undisputed. Elle a choisi de faire sa revanche contre Linardatou. Elle a bien fait contre Linardatou, on va se le dire, mais, puis le mais est important. Linardatou est une fille qui a eu un enfant en 2020 puis qui s'est battue une fois, je pense, depuis 2020 ou 2019. Il y a la COVID au travers aussi. Il y a eu la COVID, elle a eu un enfant. Après ça, il a fallu elle a eu son congé de maternité, sa remise en forme. Elle s'est battue dans un combat de remise en forme. Mais après ça, elle était 1 an encore. Ça faisait 1 an qu'elle ne s'était pas rebattue. Le combat de Mayer était tombé à l'eau, donc elle avait eu un camp d'entraînement qui n'avait pas eu de résultante. Le scandale de la lentille permanente. On n'a pas la même Linardatou qu'en 2019, mettons, ou en 2018. Là, on dirait que tu ne veux pas dire qu'elle méritait peut-être un meilleur sort aussi contre Katie Taylor, puis ça a joué dans sa tête. Ben, peut-être aussi. Mais deuxièmement, il y a des choses que, tu sais,
Alicia Baumgartner, elle a un problème particulier quand elle se bat, puis quand elle le gère bien, ça se passe bien, puis quand elle gère mal, ça se passe mal. Elle a de la misère à gérer son énergie dans des combats qui sont longs. Lina Datou, c'est pas une fille que tu vas knocker facilement, OK? Ça, c'était un fait. C'est pas quelqu'un qui se fait knocker. Donc, il faut s'attendre à avoir un combat de 10 rounds, idéalement. Si tu as une occasion de knockout, tant mieux. Mais si tu cherches le knockout de façon intense tout le temps, tu l'auras peut-être pas, puis tu vas être crevé à mi-combat. Donc, elle a commencé en fou dans ce combat-là, Baumgartner. Au premier round, son coach l'a ramassé dans le coin, puis il a dit, là, tu vas te calmer. Là, tu vas te calmer, baisse ton niveau. Puis là, moi, il y a du monde qui m'ont écrit, autant des deux bords, du monde qui n'était pas content que le coach casse l'ambiance de guerrière. Puis d'un autre côté, il y en a qui étaient là, mon Dieu merci, ils l'ont ramené. Parce qu'il ne faut pas oublier que au mois de février dernier, Baumgartner affrontait Hélène Mécaled, et à mi-combat, elle était totalement crevée. Si Mécaled n'avait pas été au tapis, ça aurait pu être un combat très différent parce que l'énergie était vraiment plus au même niveau, puis ça a été pénible de terminer son combat. Il faut, Baumgartner, qu'elle apprenne à gérer son énergie de façon intelligente. Quand elle le fait, elle boxe merveilleusement bien. Quand elle ne le fait pas, elle devient très, très, très à risque de perdre. Un boxeur qui sait profiter de ça, du fait qu'elle est crevée, là, pourrait facilement lui faire du tort. Là, c'est une défense optionnelle. Elle a lancé un défi à Amanda Serrano aussi un petit peu plus tard cette semaine. Elle voudrait monter à 135 pour affronter. Non, elle voudrait que Serrano descende à 130 l'affronter. Écoute, Serrano n'a pas répondu à ça parce que Serrano, dans sa tête, elle pense à Taylor encore, probablement. Il y a beaucoup de projets dans cette tête-là, Baumgartner, mais il va falloir qu'elle fasse ses défenses obligatoires aussi bientôt. C'est Pearson, sa défense obligatoire. Puis contre Pearson, qui a de l'énergie pour toujours, si Baumgartner ne gère pas son énergie, ça pourrait être difficile. Mais Delphine, elle ne retourne pas aux Olympiques, elle a toujours les Jeux Olympiques. Là. Delphine a dit que son prochain combat, elle veut que ce soit contre Baumgartner. Alors, on verra ce que ça va donner. Il me reste deux petits sujets vite. C'est deux prospects que je veux te parler, Laurent. O'Shea Jones. Sur la carte d'Azon de vendredi dernier. Oui, la carte bizarre. Tu n'as pas trouvé ça bizarre, cette carte-là? Hey, moi, je ne suis pas habituée de voir des boxeurs, après leur 6 rounds ou leur 8 rounds, s'asseoir dans le coin et attendre que les juges rendent leur carte pour voir s'il va y avoir un round d'overtime. J'étais complètement fourrée quand j'ai vu ça. J'étais mêlée, là. Mais il y avait des bons jeunes boxeurs sur cette carte-là. Une belle carte de développement. En tout cas, moi, j'ai aimé beaucoup O'Shea Jones. J'ai aimé O'Shea Jones. J'aime O'Shea Jones. On se rappelle que c'est une médaillée de bronze des Olympiques de Tokyo. Elle se bat présentement. Elle se battait à 147 livres, mais là, c'était son premier combat à 154 livres. Elle a monté. O'Shea Jones, je veux juste te parler d'elle parce que c'est pas tant le combat contre Miranda Barber qui est intéressant ici. Miranda n'était pas de calibre pour O'Shea Jones. On va se le dire, tout s'est passé dans ce combat-là. Elle a perdu un verre de contact, Barber, après le premier round. Son coach essayait de sacrer son verre de contact dans l'œil. C'est même pas légal dans certaines places. Le clan Barber pensait que c'était un 6 rounds, le clan Jones un 8 rounds. Il y a eu un délai jusqu'à temps que la commission tranche puis dit que c'était un 8 rounds. Fait que l'autre était crevé après 6 rounds parce qu'elle avait tout donné dans son round final. Puis finalement, elle a dû faire 2 autres rounds. Puis elle n'a pas gagné un round, Barber. Sincèrement, c'était tough. Là. Les coups au corps, puis tout. O'Shea Jones là, est tellement musculaire, est tellement changée physiquement depuis un an. J'aime la O'Shea Jones que je vois. Puis sais-tu qui est derrière ça un peu, Laurent? Non, elle a changé d'équipe d'entraîneur O'Shea Jones. Elle est rendue avec Papa Ennis. Le papa de Jaron Ennis à Philadelphie. Elle s'est relocalisée. Mais c'est une famille de boxeurs, les Jones. Je sais que son frère est un méga prospect aussi. Oui. Elle s'est relocalisée à Philadelphie avec le papa de Jaron Ennis. Et j'adore cette écurie-là. S'il y a une petite écurie à suivre, là, c'est celle du papa de Jaron Ennis, Derek. C'est magnifique ce qui se passe là. Il y a des prospects autant amateurs que professionnels qui s'entraînent là. Il y a une belle ambiance. Il y a du potentiel de champion du monde dans ce gym-là. C'est fou. Puis je trouve que le père de Jaron Ennis, il y a cette vision boxe autant pro qu'amateur. Il y a une vision qui
qui porte fruit dans le ring. À chaque fois que ses prospects se battent, on voit une meilleure version que la version antérieure. Fait que moi, je trouve que c'est un changement fantastique. Fait intéressant, on avait Jaron Ennis dans le coin d'Oshé Jones comme le second dans le coin. Je veux mentionner parce que Jaron Ennis, non seulement il peaufine ses outils dans le ring, mais il apprend aussi à lire les combats en dehors et il contribue un peu à faire grandir, mettons, ses collègues d'écurie, on va dire ça comme ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant de le voir interagir avec Oshé Jones. Il y avait une perspective différente que celle de son père. T'sais. Mais veux-tu une autre question quiz? Quelle boxeuse canadienne a mis fin au rêve de gagner les Continentaux de 2017 au Honduras de Oshé Jones en grande finale? 2017? Est-ce que ça pourrait être Sarah Kali? C'est Tamara Thibault. Ah, c'est Tamara! Ah oui! Ouais. Non, mais là, c'est des quiz parce que je fouille sur BoxRec. Oui, c'est ça que je te vois faire. Fait que tout ça pour dire qu'Oshé Jones, il est temps qu'on lui amène quelqu'un qui a de l'allure. Là. À 154, il y a peut-être... C'est arrivé contre Simone Aparecida da Silva. Il y a un juge à 60-53, puis un autre juge qui a un combat nul. Il y avait quelqu'un qui avait les doigts dans les yeux parce que il me semble Aparecida da Silva n'aurait pas dû gagner autant de rondes que ça contre Oshé Jones. Oui, mais Oshé Jones, il ne faut pas oublier qu'elle a fait sa transition, qu'elle a fait un poids. Elle commence elle était en 2 catégories de poids. Elle était en transition entre les amateurs puis les pros. C'est pas si simple de prendre ses repères. Il faut les prendre. Mais là, ici, contre Barber, j'ai trouvé qu'Oshé était à un cheveu de faire un knockout. Puis elle avait de la puissance. C'était pas la même Oshé que j'ai vue avant. Tu sais, quand je te dis qu'elle est bonifiée d'un combat à l'autre, là vraiment, le changement d'entraîneur, le changement de partenaire de sparring, parce que là, tu peux faire du sparring justement contre Jaron Ennis. Tu peux faire du sparring contre une fille qui est numéro 1 chez les amateurs dans cette catégorie-là aux États-Unis qui s'appelle Stacia Shuttle. Il y a beaucoup de bons sparring pour elle. Il y a beaucoup d'opportunités d'amélioration. Moi, je pense que la Oshé Jones qu'on commence à voir, c'est la vraie Oshé Jones. Et elle va commencer à faire des knockouts. Elle a de la puissance. Elle a de la puissance, même si elle en a 0 présentement. Ça va venir, puis je sens qu'on est à un cheveu de ça. Mais il va falloir des bons adversaires pour elle. Est-ce que tu te rappelles que les Alouettes de Montréal, quand ils sont revenus, là, c'était les Stallions de Baltimore, qui avaient une équipe dans la Ligue canadienne, qui était aux États-Unis. Puis là, eux sont revenus au Canada, puis là, c'est devenu les Alouettes. Je te dis ça parce que c'est à Baltimore qu'on se dirige pour notre dernier sujet. Hey, c'est ça, des liens, ça n'a pas de bon sens. Mia Killerby Ellis, Mia Killerby Ellis. Elle s'est battue en fin de semaine à Baltimore. Et selon mes sources, tu l'auras en entrevue. Oui, je vais l'avoir en entrevue jeudi. Mia Killerby Ellis, là, c'est ça. C'est une fille de Baltimore qui a 23 ans. Elle a fait, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, elle a fait un knockout, là, mais foudroyant en fin de semaine contre une fille qui s'appelle Jessica Emmerich, qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un changement d'adversaire de dernière minute. Elle devait affronter quelqu'un d'autre de l'Angleterre, puis ça ne s'est pas fait. Mais là, c'est foudroyant comme knockout. On connaît peut-être le nom de Mia Ellis parce qu'elle est considérée comme la petite sœur de Gervonta Davis. Ils s'entraînent ensemble. Ils ont le même coach. Un des coachs de Gervonta, un des 2 coachs là, qu'on peut dire qui sont les masterminds en arrière du succès de Gervonta Davis, c'est le père de Mia, Kenny Ellis. OK? Donc, même coach, ils n'ont pas de sang en commun, mais ils ont grandi un peu ensemble, ils s'entraînent ensemble, et Gervonta, quand il a la chance d'amener Mia sur ses undercards, si tu checkes sur BoxRec, il y a au moins, je pense, 3 undercard où Mia a été rajoutée. Elle devait être de l'undercard de Garcia Davis et ça a été annulé parce que l'adversaire, il y a eu un enjeu d'adversaire, donc ça n'a pas pu se faire dernièrement. Mais c'est ça, Mia, c'est une fille qui se bat un peu à la Gervonta, OK? Elle a un style... c'est une cogneuse, c'est une une prédatrice, comme on peut dire. On ne l'appelle pas la Killer Bee pour rien, c'est vraiment ça. Elle se déplace de façon fluide, elle est imposante, puis elle cogne dur. Puis elle a une attitude de fille de Baltimore. Je ne sais pas pourquoi. Là. Il y a comme moi, je veux que tu lui poses la question, là, parce qu'il y a comme une légende autour d'elle que
ça fait vraiment longtemps qu'ils se connaissent, elle puis Gervonta Davis, puis qu'il dérangeait tout le monde parce qu'il se courait après dans le gymnase. Et il y a une rumeur que c'est la seule qui aurait knocké Gervonta Davis one punch. Quand tu dis que c'est une cogneuse, là, il y a cette rumeur-là. Mais Dom, pose-lui la question. Je vais lui poser la question si j'ai l'opportunité. Mais oui, mais elle cogne vraiment dur, là. Puis quand on dit que c'est une star, moi, je la vois comme une star en attente de gloire. Parce que cette fille-là, je comprends pas, premièrement, qu'un promoteur de qualité signe pas cette fille-là, c'est une pépite d'or. Peut-être parce que les gens ont un peu peur du fait que, tu sais, c'est la même école que Gervonta Davis. On a beaucoup craché un peu sur son père à une certaine époque aussi, hein. On dénigrait son style d'entraînement, tout ça. Mais cette fille-là, en vrai, c'est des génies pour avoir bâti le Gervonta boxeur qu'on connaît aujourd'hui. Gervonta Davis, qui, oui, est un connaisseur de puissance, mais très intelligent dans le ring. Là. Elle a vraiment un style qui est similaire. C'est pas pareil, mais c'est très, très, très apparenté. C'est beau à voir, nos jokes. C'est déjà une vedette. Sur Instagram, elle a déjà 40 000 fans. Écoute. Parce que là, moi, j'ai lu sur elle là, avant qu'on fasse notre podcast. Tu sais, je l'ai arrivé bien préparé. Et il la compare à une corps arrière à la boxe. Oui. Parce que ça a l'air que Mia Ellis, c'est quelqu'un, ça fait penser un peu à Kim Clavel, elle peut écouter 8 à 9 heures de boxe par jour. Elle est tout le temps en train d'écouter la boxe, elle est tout le temps en train d'analyser les styles. Et j'ai lu aussi que elle n'arrêtait jamais de frapper. C'est comme une machine. Elle est inépuisable. Elle, sa gestion, là, elle a appris à être inépuisable. Puis, by the way, elle est 7-1, mais elle a déjà 6 knockouts. On ne voit pas ça beaucoup chez des filles sur du 2 minutes. Oui, elle a eu des adversaires plus ordinaires, mais 23 ans, 6 knockouts, elle est en train de se faire un style, de se faire un nom. Puis, à un moment donné, on va la voir contre quelqu'un de solide. Puis, c'est là qu'on va pouvoir vraiment mesurer le poids de sa qualité de boxe. Il faut la suivre absolument. S'il y a quelqu'un qu'il faut suivre, c'est elle. Je m'attends à, dans les 3 prochaines années, qu'on en entende énormément parler. On va la revoir en sous-carte de Gervonta Davis, qui tient vraiment à la traîner en arrière. Ça, on a des défauts, mais combien de fois je l'ai dit qu'un des boxeurs pourrait prendre sur le réel certaines boxeuses. Quand tu as du fame, tu peux demander d'avoir une boxeuse sur ta sous-carte. Canelo pourrait le faire facilement. Il ne le fait pas, mais il pourrait le faire avec le fame qu'il a de prendre une boxeuse mexicaine, dire, toi, je t'aime vraiment, je vais te donner une visibilité, viens-t'en en arrière, je vais te donner un spot sur ma carte. Tu sais, il y a beaucoup de boxeurs qui ne le font pas, il y en a certains qui le font. Et Gervonta a bien des défauts, mais Mia est derrière lui. On parle de Sébastien Fundora qui traîne sa sœur Gabriella aussi. Il y a certains boxeurs comme ça qui commencent à le faire. Jake Paul avec... Jake Paul qui traîne toute son équipe. Je suis ici à Amanda Serrano. Joshua qui a signé Ramla Ali. Tu sais, on le voit. On commence à le voir le plus, là. Mais tu sais, il faut y penser quand on a ce poids-là, qu'on est proche d'une boxeuse avec qui on s'entraîne. Ben moi-même, qui a créé Martine Vallière-Bisson, et là, ça, j'en entends parler. Elle va te chialer, là. Moi, j'entends déjà Martine dire « Hey! » Je n'ai rien fait, ça fait 25 ans que je boxe. C'est tout, on a fait le tour, on a beaucoup de sujets, mais c'est fait. Ah oui, mais j'aime toujours ça. Il va y avoir de la grosse boxe qui va suivre. On a encore, comme je te disais, là, il y a plein de combats. Je n'ai pas parlé de Torlund contre Luna. On va en parler au prochain épisode. Je voulais juste te dire ça en conclusion. Aujourd'hui, j'ai sauvé 80$ parce qu'ils ont changé l'adversaire d'Anthony Joshua, fait que ce n'est plus un pay-per-view. Fait que, oui, j'ai vu Robert Elenius. Il y a une fille aussi qui se bat dans sa sous-carte, mais c'est Rose Courtney. Donc, une très bonne petite boxeuse prospect de 112 livres. On va surveiller ça. On se voit le mois prochain où on aura plus d'adversaires pour tout ce beau monde-là. On va avoir une annonce. On va probablement, le gala du 7 septembre va être passé. On va pouvoir revenir sur Caroline Vert aussi, qui va avoir eu un combat. Ben voilà, merveilleux. On se voit le mois prochain. Bye bye. Bye.